Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. On est samedi, qui dit samedi dit CQFR, mais un CQFR un peu spécial, le ce à quoi il fallait répondre. Je suis avec Shai et aussi avec Théo, que vous ne voyez pas si vous êtes sur YouTube, mais Théo est bien présent. Il me fait des doigts d'honneur actuellement. Il s'apprête à nous poser des questions, à nous poser toutes les questions que vous avez envoyées sur l'adresse cqfr.reverse@gmail.com. Voilà Théo, tu peux arrêter pas de m'insulter, mais de me menacer avec tes doigts. Alors déjà, c'est tout à fait faux. Je fais jamais ça de manière Fake préemptive. news. C'est uniquement quand c'est justifié. Sinon, je commence pas tout de suite par les insultes. Allez, merci. Merci encore une fois pour toutes les questions que vous avez envoyées effectivement à l'adresse dont parlait Antoine. On va partir tout de suite par une question que nous envoie Nelson, qui nous demande quelle est votre opinion sur toute la polémique autour de la blessure d'Embiid. Perso, ça me saoule un peu cette recherche absolue de coupable. Embiid a les genoux fragiles depuis longtemps. Là, en plus, il a pas eu de chance. Kuminga lui tombe sur le genou, mais tout le monde pointe la NBA avec trop de matchs. Les coachs pas assez prudents, la pression populaire. Bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Y a-t-il vraiment des coupables? Faut-il à tout prix réduire le nombre de matchs de saison régulière ou retirer cette règle des 65 matchs minimum pour viser les récompenses perso? Elle vient juste d'être mise en place, la règle des 65 matchs. Ce serait un peu. Je pense que la NBA a besoin de tester un peu pour voir ce que c'est. Moi, de base, je suis plus pour une saison raccourcie parce que j'aime bien les saisons plus courtes, format Europe ou WNBA parce qu'il y a moins d'équipes. Mais on a parlé récemment, on peut pas. La NBA, ça reste un business et ça rapporte tellement d'argent auprès des diffuseurs d'avoir ce nombre de matchs-là. Après, je veux dire, historiquement, il y a plein de joueurs qui ont joué 80 matchs par saison et qui s'en sont bien sortis. Aujourd'hui, la manière de se soigner, de se préparer est un peu différente. On peut se dire avec cette évolution-là, ça peut prémunir un peu contre les blessures. Sur Embiid en particulier, c'est un joueur qui est sujet aux blessures depuis quasiment toujours. Et je le dis à chaque fois, moi, j'aurais pas signé en bas d'une feuille où on m'aurait dit Embiid a une carrière à peu près linéaire où il va être MVP, jouer des playoffs. Quand tu vois le début, c'était presque inespéré. Là, il y a quand même une forme de malchance. Et peut-être après que la pression autour a fait que son corps était un peu endommagé, mais il avait déjà les genoux gonflés avant de jouer ce match-là. Hein. Ouais, moi je trouve mettre ça sur le coup de la règle des 65 matchs, j'aimerais bien savoir si les Sixers sincèrement se sont vraiment dit il faut absolument qu'il joue parce qu'il a raté trop de matchs. Ça m'étonnerait parce qu'en plus on est encore assez loin de la fin et ça me semblait évident depuis un moment qu'en fait la limite des 65 matchs, il n'allait pas la passer. Donc à partir de là, pourquoi vouloir absolument mettre la pression pour jouer un match de janvier contre les Warriors alors qu'il reste 3 mois et que tu sais qu'il va sans doute rater d'autres rencontres? Je trouve que c'est un peu simple, c'est un peu facile. Ça vient pas des Sixers d'ailleurs, hein, j'ai l'impression que ça vient plus au final des observateurs. Donc bon, la règle des 65 matchs, je la trouve quand même intéressante pour les trophées. Et après, comme le dit très bien Nelson déjà sur la question, je sais pas s'il y a forcément un coupable. Hein. Embiid, c'est un mec qui se blesse souvent. On espère évidemment que ce soit pas trop grave et qu'il puisse revenir déjà cette saison, ça serait bien. Mais c'est un gars qui a toujours eu des pépins, qui avec son corps a certaines fragilités. Ça fait partie de certains joueurs, hein, ça fait partie des caractéristiques même de certains joueurs. Ça a été longtemps le cas pour Kawhi Leonard. Il sera peut-être blessé d'ailleurs d'ici la fin de la saison, on ne sait pas encore. Ça a été une problématique pour Anthony Davis, ça l'est pour Zion Williamson. Voilà, c'est souvent des big men pour le coup. Forcément, quand tu es plus grand, les articulations, les genoux, ça peut poser problème. Embiid, il doit faire quoi, 2m16, 2m15, 2m16. Il est à 7 pieds, Embiid, au final. Donc, c'est quand même un joueur de grande taille. Maintenant, pour ce qui est de réduire le nombre de matchs, il y a une discussion très ironique entre certains qui vont pousser, et je parle de certains acteurs de la Ligue qui vont pousser pour qu'il y ait moins de matchs, mais dans le même temps, quand il y a des négociations, personne ne veut que la part du gâteau diminue, et si tu as moins de matchs, ça est forcément les revenus TV, la NBA va pas, les ESPN ou les diffuseurs vont pas payer le même prix si d'un coup ils passent, 20 matchs de moins. Donc c'est logique que plus tu as de matchs, plus il y a d'argent. Et généralement, l'argent est toujours celui qui l'emporte. Allez, j'enchaîne avec une question de Rida. Voilà, il voudrait savoir quelles sont les limites selon vous, quelles sont les limites que vous voyez aux deux leaders de conférence. Donc là, au moment où il envoyait son mail, c'était les Wolves d'un côté et Boston de l'autre, parce qu'il est plutôt préoccupé par ce qu'il voit. Il précise, en effet, si les deux défenses sont élites et leur suffira à passer 1 ou 2 tours de play-off, d'un point de vue offensif, les Wolves montrent de réelles limites avec très peu de mouvements et une dépendance accrue aux performances offensives de leurs deux stars.
Les Wolves sont la pire équipe en nombre de points par possession lorsqu'il y a des switches en défense de l'autre côté. De même pour Boston, alors que Mazzulla est connu pour être un coach offensif, la variété des attaques des Celtics inquiète et est beaucoup dépendante des 3 points, car trop peu diversifiée dans les autres secteurs offensifs, drive, lancer franc, etc. J'ai comme le sentiment qu'aucun des 2 actuels leaders de conférence ne sera champion. Ouais, l'analyse est intéressante parce que c'est des points qui sont souvent évoqués. On se demande pour Minnesota si ça va pas être trop juste pour les playoffs, même si cette année-là, je veux dire, la base défensive est tellement solide et collectivement solide que c'est quand même une bonne arme pour avancer en playoffs. Offensivement, oui, il y a des questions, on verra, parce qu'on sait que c'est pas le même type de compétition, c'est pas le même type de match qu'en saison régulière. Je suis plus curieux qu'inquiet pour l'instant, parce que chacun des joueurs présents, notamment Edwards a franchi un cap. Je pense qu'autour, ils sont un peu plus en confiance que l'année dernière. Il y a une pression différente, mais un peu plus positive. Il y a l'acclimatation de Rudy qui s'est cette fois bien passée. Donc, je suis plus curieux qu'inquiet. Et pour Boston, j'ai pas une énorme inquiétude non plus. Bon, là, ces derniers jours, ils ont un petit coup de moins bien, mais j'ai l'impression que c'est juste, comme dans toute saison, tu as des séries de matchs où c'est plus compliqué, où les défauts sont très mis en avant. Là, c'est peut-être le cas en ce moment, mais je pense quand même qu'après, ça va se... Moi, je suis pas inquiet. Je dis au contraire, je les sens plutôt... Alors, pour Minnesota, c'est compliqué parce que c'est à l'ouest. Boston, quand je les regarde et quand je regarde les autres équipes, je me dis que les Celtics ont encore une marge d'avance sur à peu près tout le monde en termes de connaissance de leurs propres forces et de leurs faiblesses, d'expérience collective, d'expérience des joueurs, même individuellement. Je les sens pas, je les trouve pas inquiétants personnellement. Ouais, après, en plus, les Celtics sont quand même la 2e meilleure attaque de la ligue et la 3e meilleure défense. Alors, leur attaque est peut-être pas très diversifiée, mais ça reste une équipe qui marque énormément de points, 120 points sur 100 possessions. On en a déjà parlé d'ailleurs de ce manque de diversité. C'était déjà dans un CQFR du samedi. Alors, je ne me souviens plus exactement lequel, donc je ne pourrais pas vous inviter à aller le revoir. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème d'alternance dans le jeu et ça se repose beaucoup sur le 3 points. Et effectivement, on sait qu'en playoff, l'adresse n'est pas la même. Mais je dirais que sur le papier, en tout cas, il y a a priori les atouts pour quand même pouvoir contrer cette faiblesse. Alors, ça serait bien que ça soit aussi dans les faits et pas juste sur le papier. Ce serait bien qu'on voit des fois, je sais pas, Porzingis travailler dessous, qu'on voit Tatum ou Brown driver un peu plus vers le cercle. Mais je me dis qu'avec le coaching staff en place et le talent des joueurs et même l'intelligence, j'ai envie de dire, des joueurs, quand il y aura des adaptations en playoff, j'imagine que ces joueurs-là seront capables de s'adapter, que ce soit Jrue Holiday, que ce soit Jason Tatum, etc. Donc, j'ai pas forcément d'inquiétude pour les Celtics sur leur style de jeu. Le problème de Boston, j'ai l'impression qu'il est abstrait. À chaque fois, je le répète, j'arrive pas exactement à citer ce que c'est. Ça concerne un peu Tatum. Des fois, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui va plomber les Celtics, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas marcher à un moment. Est-ce que ce sera dans l'adversité? Est-ce que ce sera un problème de blessure? Est-ce que ce sera Tatum qui, des fois, a une sélection de tirs différente? Mais quand même, il a l'air de gagner en maturité. C'est quand même, tout est bien parti pour que ce soit leur année. Maintenant, pour Minnesota, c'est complètement différent. Si on parle de titre, j'ai l'impression que Minnesota, il y a beaucoup de lacunes. C'est que la 19e attaque de la Ligue. Ça me semble bien trop peu pour aller jouer le titre. Après, pour gagner une série de playoffs, peut-être, avec la défense, c'est bien. Mais là, en attaque, ça manque de shooting, ça manque de gestion, ça manque de trop de trucs, en fait. Ça manque de trop de trucs pour que j'imagine Minnesota, ne serait-ce qu'aller en finale de conférence, je serais surpris. Mais les Timberwolves ont une bonne défense, ont une belle rotation sans joueurs faibles. Il y a plein d'atouts. Il y a 2 stars. Il y a Rudy Gobert qui est un candidat et même un favori au Depoy. Mais oui, pour jouer le titre, je pense effectivement que Minnesota n'est pas armé, n'a pas les armes en attaque pour jouer le titre NBA. Attention, j'enchaîne avec une théorie cette fois, une théorie de JF qui devrait faire réagir, je pense. J'ai une théorie sur le problème récurrent des Lakers qui, j'imagine, n'est pas classique. Pour moi, le gros problème s'appelle LeBron. Certes, il est hyper fort en attaque, il crée des décalages, distribue très bien le jeu, mais il ne joue plus que d'un côté du terrain et monopolise le ballon, ce qui pose des problèmes quand Reeves et Russell l'accompagnent. Dans ce cas-là, ça défend à 2 et c'est donc impossible de gagner. Je suis persuadé que les Lakers seraient plus forts sans LeBron, mais avec un 3&D classique. Qu'en pensez-vous? T'as vu, je sais pas si vous avez vu il y a les tweets d'un mec qui genre fait des prédictions tous les ans, enfin qui fait des annonces. C'est que je les ai envoyés normalement là, sur WhatsApp. C'est ça, tu les as vus, ouais. Et qui dit que ça y est, Pelinka est ouvert à l'idée de trader LeBron James, qu'il commence à sonder le marché. J'ai un peu de mal à y croire quand même, même si on avait discuté à un moment de cette possibilité si les Lakers n'y arrivaient pas. Pourquoi est-ce que plutôt que de trader toute l'équipe et la salle avec, ils ne traderaient pas LeBron un jour?
Est-ce que c'est LeBron le problème? Je sais pas. Quand LeBron arrive dans une équipe, on sait que ça s'accompagne de plein de choses, notamment d'une exigence, d'une ambition et d'une personnalité un peu intraitable et dont on sait qu'elle peut discrètement bousculer l'équipe en cours de saison. Elle peut y avoir des trades, des choses comme ça. Est-ce que tout mettre sur un joueur de 39 ans, on sait qu'il défend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, ou en tout cas il choisit les moments où il le fait. C'est pas le responsable principal. Je veux dire, les Lakers sont quand même, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas lui qui a construit de A à Z l'équipe. Il y a quand même des gens au-dessus maintenant, et même s'il a une influence, et son influence dans le jeu, évidemment qu'il est encore prépondérant, mais combien de joueurs de 39 ans sont encore capables de jouer comme ça, ne serait-ce que d'un côté du terrain. Donc après, autour, oui, on peut dire que peut-être il serait mieux dans une équipe où il aurait moins de responsabilités, où il pourrait. Parce qu'à la base, je vous rappelle qu'en début de saison, il devait quand même jouer. Il avait une limitation. Il voulait jouer à chaque fois moins de 30 minutes, quasiment par match. Il se retrouve à faire du 37-38 parce que. Alors, soit parce qu'il n'y a pas le choix, soit parce que lui, il tient, mais. Je sais pas, là, il y a pas. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure, je sais pas s'il y a vraiment un coupable désigné pour les Lakers. C'est quand même un ensemble. C'est un ensemble, à mon avis. Je pense que si on remplaçait LeBron par Dillon Brooks, les Lakers auraient quand même une équipe moins compétitive, si je peux me permettre. Si j'ai pris un 3&D au hasard, j'ai pris Brooks du coup. Peut-être, l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, les Lakers n'ont pas un très bon bilan, donc peut-être que les bilans ne seraient pas extrêmement différents. Mais par contre, si tu remplaces LeBron par Dillon Brooks, ton plafond, il diminue il diminue fortement. Tu vois, l'équipe de l'an dernier, tu remplaces LeBron par Dillon Brooks, ils vont jamais en finale de conférence. Ils sortent dès le premier tour des playoffs. Donc oui, peut-être que ça, qu'il y ait des matchs où ça jouerait mieux. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue justement dans la rédaction Rivers. C'est LeBron qui a beaucoup le ballon. On en parlait parce qu'on parlait de Doncic. Ça a été une donnée toute sa carrière. C'est-à-dire que partout où il est passé, tu savais que c'était difficile. C'est pas lui qui allait s'adapter aux autres, c'était aux autres de s'adapter à lui. Et ça peut compliquer la tâche quand tu l'associes avec des joueurs. Dwayne Wade a réussi à métamorphoser en partie son jeu avec brio, et c'est un grand chapeau à Dwayne Wade pour que ça marche à Miami. Kyrie Irving a gardé son jeu. Bon, au bout d'un moment, il en a eu marre du coup. Mais c'est pas simple de fonctionner aux côtés de LeBron. Donc LeBron, bah oui, il a beaucoup le ballon, il vampirise en grande partie le jeu, mais il est tellement fort que forcément il te donne quand même un plafond supérieur à ton équipe. Après oui, là maintenant il décline. Après LeBron qui joue que d'un côté du terrain, je peux t'en citer 20 des superstars qui jouent que d'un côté du terrain, ou des stars qui jouent que d'un côté du terrain. Et pourtant, ça n'empêche qu'elles ont un impact sur leur équipe. Je reprends Doncic, il joue que d'un côté du terrain. Ça n'empêche pas que son impact sur l'équipe est immense. Il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des mecs qui jouent que en attaque. James Harden, pendant des années, il a joué que en attaque, et pourtant au Rockets, c'était obligé de saluer le fait qu'il avait un impact évident sur cette équipe. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il est encore assez fort pour être entre guillemets unidimensionnel? Moi, en tout cas, pour son âge, c'est évident. Mais là, les joueurs, par exemple, Doncic, c'est encore un niveau supérieur, tu vois, sur l'attaque. En fait, le problème, c'est que ça aide pas. Je pense qu'il y a certains mecs, effectivement, parce qu'il a cité, donc notre éditeur a cité, je crois que c'est JF, a cité Russell et Reeves. C'est sûr que Russell et Reeves, ils sont pas toujours dans les meilleures conditions pour s'illustrer. Ou en tout cas, pas tous à la fois. Russell peut-être, Russell et Reeves en même temps, Reeves par moment, mais tous en même temps, ça me semble compliqué parce qu'il y a quand même qu'un ballon à la fin, et donc tu as 3 joueurs qui ont besoin de la balle. C'est pas simple, et LeBron, il délègue peu à ce niveau-là. D'ailleurs, en playoff, ce qui est marrant, c'est que ça a bien fonctionné, il déléguait beaucoup plus, notamment auprès d'Austin Reeves. Mais ça reste LeBron James, en fait. Moi, je pense qu'il est plus assez fort pour te mener très, très, très loin. Parce que, voilà, 39 ans quand même, le bonhomme. Mais si tu changes là LeBron par un 3&D, je pense que les Lakers, ils ne peuvent pas viser autre chose que passer par le play-in pour aller en playoff. Alors qu'avec LeBron, ils ont encore l'espoir de se dire, peut-être avec le bon supporting cast autour, l'an dernier, ils ont fait finale de conf. Cette année, ils peuvent gagner une série. Il leur donne un plafond quand même beaucoup plus grand, je pense. Après, le joueur le plus important de l'équipe, ça reste Anthony Davis. Exactement. Le Anthony Davis en bonne santé. On le répète à chaque fois, mais c'est lui qui fait passer les Lakers dans une autre dimension s'il est pas blessé. Yes. Allez, je repars du côté d'Embiid, mais avec un autre angle. Une question envoyée par Julien.
sa question, Embiid est probablement blessé sérieusement et je ne vois pas comment après une probable campagne encore ratée pour le titre, il pourra vraiment aller aux Jeux Olympiques. Qui pour jouer pivot avec Team USA de façon sérieuse, sachant que AD sera évidemment out lui aussi? Est-ce que cela rebat complètement les cartes des Jeux Olympiques? Pessimiste. Je suis souvent pessimiste sceptique avec Anthony Davis, mais là, bon, ils auront un tout petit peu, ils auront quand même un temps de repos, surtout si les Lakers vont pas très loin. Mais sur les pivots, là, il y aurait qui à l'heure actuelle dans la pré-liste? On avait cité, il y avait donc Embiid s'il vient. Logiquement, même s'il est blessé au ménisque, il devrait pouvoir revenir à temps. Les JO, c'est dans 7 mois. Il les fera pas. Tu penses qu'il les fait pas, toi? Bah non. Chat, il aura besoin de reposer son genou. Ouais. Il va pas les faire. Il peut venir pour le pour le voyage. Non, mais oui, certainement. Et du coup, quoi, pour moi, Adebayo est incontournable. Il y aura Jaren Jackson Jr. et Banchero, quoi. Ouais, bah alors il y a quoi, deux joueurs qui sont. Il y a pas de pivot à la Embiid, quoi, un peu point d'ancrage. Après, peut-être que je me trompe sur Embiid, mais je pense que là, faites-lui ce qu'on dit. C'était un peu le truc, surtout sur tous ces vétérans de plus de 30 ans pour Team USA. Il faut voir, c'est très beau d'annoncer en septembre que tu veux jouer les JO en août, mais une fois que tu as la saison régulière qui est passée, combien vont se dire, ah bah non, en fait, bon, les JO c'est cool, mais le plus important c'est le titre NBA, et pour le titre NBA, j'ai besoin de me reposer cet été, quoi. Ouais, après, c'est là, si on reste sur un truc d'un mois, un mois et demi, après, donc, ouais, je sais pas, il a quand même l'air d'y tenir au JO, donc même, il serait dans une équipe où il a pas, en théorie, pas besoin de jouer 30 minutes par match, donc je pense que c'est pas encore mort personnellement, mais oui, forcément, s'il se fait opérer, que les Sixers font pas une très grande saison et que derrière il a encore cet objectif de jouer le titre à un moment, il faut peut-être que là il gardera la raison, je sais pas, on est loin encore, hein. La saison prochaine sera charnière pour Philadelphie. Si là, cette année, c'est encore un coup manqué, bah, faute à patch. Après, je pense que même avec Embiid à 100%, cette équipe, elle rivalise pas complètement avec Boston, avec Denver, même avec les Clippers, même avec Milwaukee, j'ai envie de te dire. Je vois quand même plusieurs équipes devant Philly, même à 100%. Alors que là, imagine parce qu'il est blessé, donc tu perds encore une année. Embiid, le temps passe. Lui, on sait que c'est pas quelqu'un qui va décliner. On sait que le déclin physique risque d'être beaucoup plus violent que d'autres stars parce que beaucoup de blessures déjà, parce qu'il a quand même un certain âge. Les années vont compter et l'an prochain sera décisif. Donc, il faudra voir est-ce qu'il aura envie de se lancer dans une campagne de Jeux Olympiques juste avant, juste avant une saison charnière. Ça lui fera un trophée, cela dit. Vous avez mis une belle carotte en disant pas quel pivot Team USA allait prendre à la place moi, je pense qu'il y aura Bam, du coup Théo, excuse-moi, je pense qu'il y aura Bam, il y aura peut-être Anthony Davis, et après, ils veulent développer des mecs qui ont été là dans le programme depuis longtemps, donc soit Banchero en mode pivot small ball, soit Jaren Jackson Jr. Ouais, dans la dernière Coupe du Monde, il y avait Walker Kessler, et il est encore dans le groupe élargi, mais je sais pas si lui viendra, par exemple. Enfin, si lui sera invité déjà. Sachant qu'effectivement, l'avantage de Team USA, c'est que s'il y a vraiment, les stars viennent vraiment, ils pourront choisir d'orienter le jeu vers le secteur qui leur semble le plus dominateur. C'est pas, il y a un chemin où Team USA peut être championne olympique sans avoir ses meilleurs intérieurs, je pense. Ouais. Allez, j'enchaîne avec une question de Greg qui vous demande une question technique là. D'une certaine manière, comment expliquer, enfin, il y a un aspect technique dans la question, comme vous allez voir, comment expliquer qu'aucun joueur n'ait jamais copié le skyhook de Karim, arme la plus létale de l'histoire, avec sa taille, ceux de Wemby pourraient être tous en phase descendante et donc incontrable. Difficulté technique ou pas assez flashy? C'est une bonne question, je m'étais jamais posé la question à vrai dire, mais Antoine, tu as peut-être une explication. Non, honnêtement, je sais pas. Il avait expliqué, il avait parlé, il a dit pourquoi on le voyait plus, je crois. C'était parce qu'en gros, les jeunes n'apprenaient pas à shooter parce qu'il avait dit maintenant ils sont trop amoureux du tir à 3 points, même les intérieurs veulent plus développer de trucs qui sont pas cool parce que c'est pas un geste cool même visuellement pour lui. Ils veulent tous être super loin, shooter. Et voilà, et même lui, il disait qu'il doutait que cette stratégie-là pourrait fonctionner et qu'au final, ça a marché. Mais je pense que ça part aussi de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des coachs qui incitent les joueurs à travailler ce geste-là? Est-ce que, enfin, tu vois, je pense que ça part un peu spécial, quoi. Pardon, excuse-moi, Shai. Non, c'est ça, oui, mais tu as raison, c'est un tir un peu spécial et que
son inventeur ou celui qui l'a popularisé lui-même trouve que c'est pas un geste cool, mais c'est un geste ultra efficace. Et il y a peut-être des joueurs à un moment qui se diront bon, le visuel c'est cool, mais peut-être que je vais choisir je vais faire le choix de quelque chose de moins populaire et faire un truc ultra efficace qui m'assure 30 points à chaque fois sans vraiment forcer. Donc je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas un geste qu'on voit fréquemment. Ouais. C'est un geste moins naturel, je trouve, que d'autres tirs à une main, quoi, en fait. Après, bon, je sais pas, je fais 1m90, je fais pas 2m15. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir une certaine taille, je sais pas. C'est pas le geste qui me semble le plus naturel, honnêtement. En tout cas, bon, après, voilà, je ne vais pas me comparer au niveau technique d'un joueur NBA, mais on a déjà vu des mecs tenter de balancer des espèces de tirs comme ça. Enfin bon, je sais pas, ça me semble compliqué comme geste. Mais c'est vrai qu'Wembanyama, qui serait en plus typiquement le genre de joueur prêt à expérimenter ce type de tir, lui, avec sa taille, personne ne le contrôlera, ça c'est clair. De mémoire, Karim Abdul-Jabbar avait essayé d'enseigner ça à Andrew Bynum. Ça avait duré 2 semaines et demie avant qu'il dise qu'il lâche l'affaire, qu'il dise non, bon, c'est bon. Genre, c'est Qui a lâché l'affaire, Bynum ou Karim, je crois que c'est Karim qui a lâché l'affaire en se disant. Le côté non flashy joue beaucoup quand même, je pense. Tout comme les lancers francs à la Rick Barry. Voilà, il y a un moment. C'est un move qui a fonctionné. C'est vrai que Karim a été le seul à vraiment le perfectionner à ce point-là, en faire cette arme si redoutable. Ça demande quand même pas mal de coordination. Je sais pas si tous les big men ont la coordination nécessaire, mais je pense qu'il y a quand même un côté old school qui fait que la plupart se disent non, mais c'est bon. C'est ça, ils veulent du beau. À l'époque où c'est des highlights, des trucs très mis en avant, avec des super ralentis en slow motion. Bon, le skyhook, bon, voilà, ça peut expliquer, je pense. Allez, je vous enchaîne avec une question envoyée en live et en direct par Pierre Armand. Ça, c'est une première. Et qui nous demande, avec le duel Curry-Ionescu, est-ce que le All-Star Game pourrait envisager des matchs mixtes NBA, WNBA? Je pense que les filles seraient super motivées. Est-ce qu'ils peuvent envisager ça? Je sais pas, parce que la WNBA a son propre All-Star Game. Après, inclure des filles comme ça, c'est bon pour un mini-événement. Je pense que c'est cool. Les inclure carrément dans le match, ça fait un peu... c'est une sous-discipline, on va les mettre un peu en avant avec les vrais joueurs, ça va être sympa pour elles. Non, c'est des joueuses d'élite, elles ont leur propre All-Star Game. Autant que moi, je préfère que la WNBA développe la visibilité de ses compétitions et de son All-Star Game plutôt que. Après, ponctuellement, pourquoi pas? Tu fais un match alors entre stars mixtes et pas que des joueuses de WNBA, tu mixes des joueurs pros et des célébrités, j'en sais rien. Et s'il y a une ou deux joueuses NBA W dans le truc, pourquoi pas? Mais je sais pas, moi, c'est pas le truc qui m'emballe le plus personnellement. Moi non plus. Je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, je sais pas. Je vois pas déjà comment ça relancerait par exemple l'intérêt du match, notamment si on reste sur cet aspect purement compétitif. Que les filles soient motivées, j'en doute pas, mais en fait, j'aime pas quand il y a une comparaison sport masculin, sport féminin. Je vais la faire malheureusement, mais c'est pas la même planète, les joueurs NBA et les joueuses de WNBA. Et je dis ça avec tout le respect pour les joueuses de WNBA, c'est des experts dans leur catégorie, mais physiquement parlant, vous notez que j'ai pas dit techniquement, physiquement parlant, c'est pas la même planète. Si Joel Embiid il décide de jouer le match à fond, qui défend sur Joel Embiid? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens pour moi. Donc, du coup, bon, j'ai du mal à avoir l'idée de mixer. Au niveau amateur, c'est le même principe que quand tu tentes de faire des matchs filles et garçons mélangés. Alors, sur des playgrounds, c'est différent, mais enfin, voilà, des fois, ça mène à pas grand-chose. Et moi, je ne suis pas convaincu que l'idée soit bonne. Par contre, le concours à 3 points, sur un aspect technique de tir entre deux de master du tir, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. J'ai hâte de voir le duel entre Ionescu et Curry. D'ailleurs, Ionescu veut shooter à la distance NBA et c'est assez dingue. Ils la laisseront pas faire parce que même elle qui est forte, ça me semble compliqué. Est-ce qu'elle va jouer avec le ballon de WNBA, avec la distance de WNBA? Je suis pas sûr qu'il lui accorde. Ce serait marrant, mais je pense que ce serait déséquilibré du coup. En tout cas, j'ai hâte de voir leur duel. Je suis pas certain que la différence de distance fasse une différence si énorme que ça pour
pour Ionescu. Ouais, elle shoot de très loin pour le coup en plus. Ouais, autant changer de ballon, bien sûr, parce que là, tu as tous les repères qui sont différents, mais sur la distance, je suis curieux, moi, comme vous, je suis curieux de voir le concours en tout cas. L'intérêt technique, là, c'est déjà plus intéressant que de mixer sur un match. Ça fait, là, pour le coup, il peut y avoir une forme de promotion intéressante de la WNBA et de l'une de ses meilleures représentantes. Là, je trouve ça cool. Et puis, c'est un side event parce que je crois que c'est entre le concours à 3 points et le concours de dunk. Il y a un côté sympa. Bon, voilà, mais le match, non. Le match, ça m'intéresserait pas particulièrement. Allez, on change de sujet complètement avec une question de Jean qui nous demande si les Pacers ne regrettent pas d'avoir lâché Coulibaly aux Wizards à la draft. Et on peut aussi poser la question dans l'autre sens, Bilal n'aurait-il pas été mieux aux Pacers? Ah, bah oui. Enfin, est-ce qu'il aurait autant joué? Je sais pas, là par exemple, il prendrait la place théoriquement d'un mec comme. Enfin, il prendrait pas sa place d'ailleurs, parce que c'est un joueur qu'ils aiment bien, mais un Aaron Nesmith par exemple, qui est plutôt bien à Indiana, c'est un peu le même profil, on va dire, dans l'idée. Ouais, bah oui, il aurait été mieux dans une équipe plus compétitive et où on se demande pas si les 3 quarts de l'équipe vont être tradés demain. C'est à peu près certain. Et après, est-ce qu'il aurait eu les mêmes opportunités à Indiana? Parce qu'au final, il joue beaucoup chez les Wizards, c'est pas mal, c'est quand même pas mal son temps de jeu. Mais oui, comme ça, ouais, de but en blanc, je dirais oui. On a peur du chat. Si vous étiez devant votre écran, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Aucun animal n'était blessé durant la réalisation de cet enregistrement. C'est dès qu'on parle des Wizards, il se passe des trucs, des trucs mystiques. Moi, je pense aussi qu'il aurait été. Enfin, ça aurait été je sais pas s'il aurait été mieux, mais ça aurait été intéressant de le voir aux Pacers. Parce qu'il n'y a pas de défense, il aurait pu avoir un rôle à la Bruce Brown là, avant que Bruce Brown justement il soit tradé. Après, c'est vrai qu'il y a un peu plus de concurrence. Faut voir est-ce qu'il lui aurait fait confiance, etc. Mais sur la défense, sur le fait, il aurait peut-être marqué plus de points. Il court, Bilal. Il aurait eu des passes d'Ali Burton, de la contre-attaque, des passes de McConnell. Après, sur le même poste, il y a un peu Mathurin. Bon, il peut jouer 3 aussi, mais ça aurait été intriguant, ouais, c'est sûr. Au-delà de me demander est-ce que ça aurait été mieux pour Bilal, ce qui est sûr, c'est que les Pacers, ça aurait été un choix peut-être plus intéressant que Walker, qui au final ne joue pas, quoi. Allez, question de Mickaël, qui nous demande parmi les équipes suivantes, laquelle pour vous est la plus susceptible de créer un gros upset en play-off? Donc, il nous donne Indiana, Orlando ou New Orleans. Un gros upset en play-off, alors il faut réfléchir à qui il pourrait affronter, mais alors donc Orlando, New Orleans, c'est le premier, c'était Indiana. Indiana sur une série entière, je les vois pas défendre assez bien pour battre une équipe censée être supérieure, je pense pas. Orlando, ça me paraît jeune et ils vont tâter un peu le terrain. Je suis pas sûr, malgré l'affection que je leur porte, ça dépendra de l'adversaire, mais qu'ils sont capables de faire un upset. New Orleans, par contre, si, je les vois bien. Je les vois bien selon l'adversaire, encore une fois. Mais il y a la base pour faire mieux qu'un simple premier tour. Donc un upset au premier tour, par exemple, déjà, ça me paraît tout à fait possible. Ouais, moi, pareil, si je vais prendre la plus forte des 3. Ouais, c'est ça. La plus forte des 3, c'est New Orleans. C'est aussi la mieux classée des 3, je pense, aujourd'hui. Ah non, quoique Indiana est 6e à l'Est. Mais c'est celle qui a le plus de stars, celle qui a le plus de talent, le plus d'expérience, sur les 3, sur les 3 cités. Donc oui, je pense que les Pelicans sont les mieux armés entre Magic et Pacers pour faire un upset. Et après, ça dépend, comme a dit Shai, ça dépend qui ils affrontent au premier tour. Parce que là, avec les classements actuels, ça donne, en théorie, ça donnerait quoi? Enfin, j'ai pas le classement. Le Thunder. Ce sera intéressant. Pour les Pelicans, c'est une belle série. Voilà, une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, même si moi, je vois OKC aller plutôt loin. Mais ouais, là, j'imagine plus ça. Alors que en face, si c'est Orlando-Indiana, ça joue du coup quelque chose comme Milwaukee ou New York, par exemple. C'est pas simple quand même. Quelle que soit l'équipe en question, je vois même Milwaukee avec leurs problèmes, avec les questions sur l'arrivée de Doc Rivers, je les vois pas perdre au premier tour contre Miami. C'était particulier parce que c'est Miami. Contre Indiana ou Orlando, j'ai du mal à envisager quand même. Allez, question de SGA MVP qui va faire plaisir à Antoine. Voilà sa question. Concrètement, que manque-t-il à Shai Gilgeous-Alexander, à part une adresse du parking, pour être le favori incontestable, j'imagine, pour le trophée de MVP? Je pense même pas que ce soit l'adresse à 3 points qui lui manque.
Je pense qu'il est encore très clairement dans la course. Je dirais, si je suis objectif, c'est vrai que dans les classements qu'on fait là pour nos papiers sur Basket Session, j'ai mis Gilgeous Alexander premier, mais je pense qu'effectivement, c'est plutôt Jokic pour l'instant qui est le MVP. Mais je pense qu'il est encore très clairement dans la course, pas si loin derrière. Et ce qui manque, ce serait peut-être que le Thunder finisse premier, ça marquerait les esprits. Que lui mène cette équipe en première position. Il est à 34% à 3 points. Hein. C'est crédible pour être MVP. Hein. Il est presque à 35%. On s'en fiche un peu, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais si OKC finit premier ou deuxième et qu'il a quelques perfs un peu marquantes, il en a eu un moment. Il y a un moment là, il en a eu, mais c'est encore trop loin de la fin de la saison. Il faudrait que là, tu vois, à la reprise juste après l'All-Star Game, qu'il y ait une petite série de matchs 37, 38, 40, 41, un choc gagné. Ils ont battu les Nuggets il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait pas Jokic. Quelques petites choses comme ça. Et chez Gilgeous Alexander, il pourrait passer, selon moi, tout de suite premier dans cette course au MVP. C'est ça, je pense pas que les votants, les journalistes qui vont voter là vont regarder vraiment en détail. Tiens, est-ce qu'il a pris est-ce que son pourcentage à 3 points s'est amélioré? Ça va vraiment être là sur le leadership qu'il est déjà en train de montrer. Si je suis d'accord avec toi, Antonin, s'ils finissent premier ou deuxième, qu'en plus à côté, Jokic ne va pas se bagarrer pour gagner un titre de MVP, on le sait, mais par la force des choses, il est favori parce que sa simple présence le rend crédible. Je pense vraiment que c'est ça, c'est psychologiquement une première ou une deuxième place et des perfs marquantes contre les équipes les plus fortes. Justement dans un duel avec Denver, s'il s'avère que c'est un duel avec Jokic sur la deuxième partie. C'est fini. OKC a gagné la série 3-1 et chez Gilgeous Alexander a pesé. Il a même mis le game winner sur un des matchs où il y avait Jokic. Il a à chaque fois dominé. Il a été entre guillemets le meilleur joueur sur le terrain. J'avais oublié dans ma tête il restait encore un match entre eux, mais effectivement c'est déjà fini. Donc ça va être resté à ce niveau-là déjà, parce que c'est pas facile. C'est quand même compliqué, surtout quand tes adversaires dans cette course-là, c'est des mecs comme Jokic, Giannis et tout. On sait que c'est tous les soirs, ça y va. Et lui montre cet aspect-là de son jeu, quand même, la régularité dans le scoring. Tu vois, il y a quelques semaines, je sais pas, il a eu 2 matchs où il était un peu moins bien au niveau de l'adresse. On s'est dit, oh là, alors que c'est parce que c'est inhabituel. Donc, je pense que ça va dépendre beaucoup du classement d'OKC. Limite presque, si OKC finit devant Denver, voilà, c'est son meilleur argument, même si c'est peut-être pas le plus valable au niveau des critères. Il y a 2 trucs ici qui peuvent peser, c'est son nombre d'interceptions. Il doit être premier en NBA, donc je sais que ça plaira à ceux qui veulent absolument un two-way player en tant que MVP. Et il y a une stat qui plaira un peu j'allais dire aux nerds, c'est méchant dit comme ça, mais il a un meilleur plus-minus que Jokic. Voilà, 2 petites stats au passage qui peuvent peser. Il y a la fameuse lassitude des votants, la voteur fatigue, là, comme ils disent. Jokic en a déjà été peut-être un peu victime, mais c'est pas impossible qu'ils se disent tiens, on va donner au niveau narration, c'est cool de mettre en avant un autre joueur, une autre personnalité. On verra, mais en tout cas, je pense effectivement que on se dirige vers ce duel-là. C'est pas la question qui nous était posée, mais j'ai l'impression que ces deux-là, ça peut tenir jusqu'au bout à partir du moment où Embiid sera plus là et que derrière, il faut. Bon, Giannis, Luka font des stats toujours démentes, mais il faut que le classement suive aussi. J'enchaîne avec une question de Nico, de Nico qui a parfaitement formulé son mail, parce que le titre du mail c'est le Heat meilleure équipe NBA. Le premier paragraphe commence en disant tout d'abord je tiens à dire que le Heat est la meilleure équipe NBA all-time et que Jimmy Butler est le GOAT, et ce même s'il joue avec sa coupe Emo. Donc ça c'est parfait, si vous voulez que la question passe, c'est parfaite mise en bouche. Exactement. Derrière, j'enchaîne avec sa question qui est vraiment intéressante. Voilà, une question en lien avec les récentes performances au scoring de Kat, Embiid, Doncic, etc. Avec la multiplication des cartons offensifs, on voit que la saison régulière en NBA devient une parodie d'elle-même. On commence même à se dire que le record de Chamberlain pourrait tomber ou qu'une équipe pourrait potentiellement scorer 200 points sur un match. Pour vous, quelles règles permettraient de rééquilibrer les choses et d'avoir un basket plaisant offensivement, mais qui ne soit pas un match des Harlem Globetrotters, un basket qui serait attirant pour le business NBA, mais intéressant pour les fans de bon basket? On se le demandait il n'y a pas longtemps, ça. Est-ce qu'il y a un truc qui. Mais l'évolution du jeu a fait que. Enfin, c'est comme ça que tu avais expliqué le truc, Antoine, je crois. C'est l'évolution du jeu, le spacing, ça rend les choses très compliquées. Comment est-ce que si toutefois ils ont l'intention de contrer ça, je ne sais pas si la NBA trouve que c'est quelque chose de négatif, au final, cette explosion offensive. Il y a des retours ici et là, mais sinon. Ils ont dit que non, qu'ils ne s'inquiétaient pas des perfs.
Moi, je tiens à dire que le record, les 100 points de Chamberlain, je suis pas sûr qu'il soit si près de tomber. Non. Et les 200 points dans un match, je suis pas sûr non plus qu'on les verra de sitôt pour une équipe, à part s'il y a peut-être 4 prolongations. Hein. Donc bon, au final, tu vois, on s'inquiète d'un truc, mais enfin, on n'est même pas prêt d'avoir une équipe à 200 points. Là, on en est encore loin quand même. Oui. C'est quoi, on a vu quoi, 170 et avec des prolongations, quoi. Mais je suis même pas sûr qu'on ait vu, on n'a pas vu plus de 170 là ces dernières années. Et pareil pour les 100 points. Enfin, pour l'instant, on essaie déjà d'envisager un mec qui va atteindre les 80 de Kobe. Alors, on s'en rapproche, on en a parlé beaucoup récemment, mais ça, oui, à la limite. Il manque encore 19 points derrière. Tu vois, c'est beaucoup. Donc, je sais pas, à partir du moment où la Ligue n'a pas l'air d'être inquiète de ça, tout dépend de qui se plaint de ça au final. Si ça n'affecte pas les finances de la Ligue, je suis pas sûr qu'ils fassent quelque chose. Après, les gens aiment toujours aimeraient qu'il y ait plus de défense et des trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu remets le hand-checking, je sais pas. Non. Tu sais de quand ça date le record de points marqués par une équipe? Je viens de regarder sur un match de saison régulière. Non, c'était pas les Pistons à une époque? C'est exactement les avec Pistons. Thomas, non? C'est en 1983. Ah ouais. Ça fait quand même 15 ans qu'on a l'évolution du tir à 3 points, 15 ans qu'on a le rythme qui augmente, le nombre de possessions, etc. Les 183 points, ils ne sont pas tombés. Déjà, les 186, pardon, c'était en 1983, 186 points. Déjà, essayons de voir si les 186 points, ils tombent et combien de prolongations il y aura le jour où ils tombent. Je pense à la limite, le seul truc c'est plus dans les coups de sifflet. C'est vrai qu'il y a certaines stars, elles ont des coups de sifflet, parfois c'est ridicule. Heureusement, la NBA a quand même a demandé à arrêter. Il y avait trop de paniers à 3 points avec la faute, là, avec les joueurs qui se jetaient complètement dans le cylindre de leurs défenseurs. Ça n'avait pas de sens. Je pense qu'il y a quelques autres règles comme ça. Voilà, un peu moins favoriser l'attaquant ou limite laisser peut-être les défenses jouer un peu plus dur, un peu plus physique, un peu plus ambiance playoff où tu laisses passer quelques coups de sifflet, quelques petites fautes par-ci par-là sans que le match s'envenime. Ça, à la limite, tu peux avoir des matchs avec du coup des tirs plus difficiles, mais moi, je comprends que la NBA n'ait pas non plus envie de s'inquiéter plus que ça ou de remettre tout en question. Ah oui, il y a plus de possession, il y a plus d'espace, il y a plus de tirs. On n'empêchera pas la nostalgie des gens, tu sais aussi, parce que peut-être que dans 30 ans, quand il y aurait des modifications, on dira « Ah, c'était bien dans les années 2020 quand ça scorait dans tous les sens. Là, maintenant, on voit des matchs fermés. » Enfin, je me projette un peu, je pense pas que ça ira dans ce sens-là, mais il y a toujours la nostalgie. De toute façon, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont pas satisfaits de la manière dont ça joue actuellement. Peut-être que dans les années 90-2000, c'était pareil, on préférait avant. Enfin, c'est un peu la logique des choses. Ouais. Ce que je trouve dommage, moi, dans les coups de sifflet, je trouve qu'il y a une grosse disparité entre ce qui est donné aux extérieurs et ce qui est donné aux intérieurs. T'as l'impression que c'est pas juste les attaquants, c'est les attaquants extérieurs en fait qui sont protégés et que souvent dans le jeu intérieur, à part si t'es une superstar comme Joel Embiid ou peut-être un MVP, pour qu'on te siffle une faute, faut bon courage. J'ai cru que tu allais dire, moi ce que je trouve dommage, c'est la disparité entre les coups de sifflet pour les Lakers et pour les autres équipes, mais ça va, tu vois. Arrête, on va se faire engueuler sur les réseaux. C'était la polémique. Les gens n'ont pas compris la stat. Bref. Allez, je vais enchaîner avec une question de Paul, toujours sur les questions de règles ou du moins de structure du jeu. Avec la perspective d'intégrer 2 nouvelles franchises, il faudra nécessairement changer le système des divisions. Pourquoi ne pas en profiter pour faire de plus gros changements? Donc il a plusieurs propositions. Réduire le nombre de matchs en saison régulière. Chaque équipe rencontre 2 fois toutes les autres équipes, soit 62 matchs. Et pour compenser partiellement le manque à gagner, ajouter un tour de play-off. 32 équipes, soit 16 équipes par conférence, ça permet de faire un premier tour auquel toutes les équipes participent. Le premier contre le deuxième, le premier contre le 16e, le deuxième rencontre le 15e, etc. Cela permettrait de garder toutes les équipes motivées jusqu'à la fin de saison régulière et en faisant goûter aux play-off les équipes du bas de tableau qui sont souvent des équipes de jeunes, ça permettrait de les faire progresser plus rapidement grâce à l'expérience des play-offs. Qu'en pensez-vous ? Ça perdrait un peu la saveur de se qualifier pour les playoffs parce que dès le début de la saison, tu sais que tu es qualifié pour les playoffs. Donc moi, c'est ça qui me gêne dans ce système. C'est qu'en plus, il y aurait des premiers tours, du coup, certains absolument dégueulasses. Le 1 contre 16, vous imaginez aujourd'hui les Pistons jouer les Celtics en playoffs, les matchs n'auraient pas de sens, quoi. Peut-être que les Pistons se donneraient à fond avec l'enjeu, etc. Mais bon, je trouve ça quand même un
un peu bizarre. Et voilà. Et le côté qualification en playoff, voilà, on parle bien de voilà, ça fait tant de saisons qu'ils n'ont pas été en playoff, ça fait tant de saisons consécutives en playoff. Il n'y aurait plus tout ça. Je pense qu'on perdrait 20 matchs en plus 20 matchs en moins, là, passer de 82 à 62 la saison régulière. Ça, financièrement, voilà, on en a déjà parlé au début du coup de ce CQFR. Enfin, c'est un trop grand manque à gagner, même si tu rajoutes un tour de playoff. Je trouve que ça fait pas le cut, mais c'était intéressant comme idée. Mais C'est ce que j'allais dire. C'est intéressant de réfléchir aux améliorations, aux trucs qu'on aimerait voir, au format, moins de matchs. Il y en a qui qui veulent un tirage intégral, effectivement, 1 contre 30, indifféremment des conférences. Enfin, ça fait des années qu'il y a des gens un peu inventifs qui proposent des trucs, mais il faut malheureusement tempérer cet enthousiasme parce qu'on parle d'une ligue qui est très conservatrice, qui veut pas. Je veux dire, ça fait des années que ça bouge très peu. Dès qu'il y a un changement, c'est toute une histoire. Les séries au meilleur des 3, au meilleur des 5, enfin, ça fait tout un. Tu vois, il y a des. Je pense malheureusement pas que autant de changements, surtout d'un coup, ce serait une révolution qui est pas du tout envisageable. Je veux dire, aussi cool et puisse sembler Adam Silver, il est quand même garant d'une espèce d'histoire et de tradition qui bougera pas comme ça. Alors, de temps en temps, il y aura des changements et c'est intéressant d'y réfléchir. Tu as raison d'y réfléchir. Nous-mêmes, on y a pensé plein de fois, on propose des trucs, mais ça a très très peu de chances d'aboutir, aussi bien financièrement que pour des raisons quasiment culturelles. Allez, j'enchaîne avec une question plus légère et qui concerne plus particulièrement comment dire, notre façon de nous organiser et Shai. Donc, question de Guillaume. Attention, question importante. Pourquoi le mur derrière Shai semble changer lors de chaque CQFR? C'est peut-être parce que je le fais pas au même endroit à chaque fois. Je change, je suis comme les îles mythiques dans la littérature, je change d'endroit à chaque. Tu vois. Non, mais c'est parce qu'il y a des jours où je le fais depuis le bureau où je suis en semaine, les 3/4 des matinées, et le mercredi je le fais de chez moi. Parfois je réorganise un peu l'appart et je peux pas me mettre dans tous les sens parce que parfois il y a d'autres gens avec moi, des animaux parfois aussi, donc il faut gérer les passages et donc c'est normal que ça ait l'air différent à chaque fois. D'ailleurs, là, ce fond est peut-être différent de ceux des. C'est peut-être la première fois que vous voyez ce fond comme ça, avec cet angle. Voilà. Et oui, effectivement, parce que pour que vous le sachiez, on ne vit pas du tout aux mêmes endroits. On n'a pas de bureau fixe, en fait, où on peut enregistrer ou de studio d'enregistrement pour les vidéos, les CQFR. Donc, c'est toujours une organisation un peu fluctuante. C'est ça, c'est la fluidité des éditions Reverse, on va dire. Allez, attention, j'ai un truc vraiment inédit pour vous. Je commence par remercier chaleureusement Nicolas qui a pris beaucoup de temps pour nous préparer un quiz. Oh là 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 là. 10 questions, nice. Concours de rapidité. Je vais pour les réponses. Donc, je suis prêt à noter les réponses des uns et des autres. Faites pas cette tête-là, vous allez voir, vous allez être très bon, j'en suis sûr. Ouais. Donc, merci encore à Nicolas d'avoir pris du temps pour nous avoir envoyé tout ça. C'est un quiz de rapidité. Donc, il nous dit « On a tous vu ces actions de légende des dizaines ou des centaines de fois, mais avez-vous retenu tous les détails ?» Alors, je commence. Pendant le Game 6 des finales 2013, Chris Bosh va prendre le rebond de sa carrière pour offrir un 3 points décisif à Ray Allen. Mais contre quel joueur des Spurs prend-il ce rebond? Danny Green. Nope. Attends. Donc Duncan Tony Parker. C'est Tony Parker, pardon. J'aurais pas le droit de répondre 2 fois de suite, mais c'est Tony Parker. Non, vous pouvez enchaîner. Ouais, j'ai plus le droit de répondre. Alors. Ah ouais. Si, tu peux y. Non. Mais sinon, après, je l'explique. Tu simplifies la tâche pour Shai, c'est très bien. Boris Dio? Non. Non. Attends, il faut réfléchir qui y avait à ce moment-là. Il y avait. Je sais plus qui était intérieur. Ah non, c'est pas Ginobili? Bonne réponse. Ouais. Oh, bien joué. Il scroute un peu en arrière, genre. Et Duncan n'était pas sur le terrain. Non, Duncan n'est pas sur le terrain. Duncan n'était pas sur le terrain et c'est Parker qui vient contester. D'ailleurs, il vient. Il vient contester le tir de Ray Allen. C'est pour ça que j'ai souvenir de Parker sur l'action. Allez, deuxième question. Le 9 décembre 2004, Tracy McGrady offre une prestation incroyable en fin de match avec Houston pour arracher la victoire face aux Spurs. Combien de points met-il et en combien de temps? 13 points. 12 points en 30 secondes. 13 points en 30 secondes. 13 points en 31 secondes. Attends. 13 points en 33. C'est le bon nombre de points, pas mal. 13 points en 33 secondes. J'avais les points. 13 points en 32 secondes. Presque. 13 points en 34 secondes. C'est pas 13 en 33? 13 en 30 alors. 13 en 30. On l'a pas. 13 en 35. 13 en 35. C'est la réponse qui m'est donnée. Je vous avoue, j'ai pas vérifié les réponses. J'ai pris les réponses que m'a fourni Nicolas. Donc si ça vous va pas, vous voyez ça directement avec lui. De toute façon, Antoine avait été le premier à répondre sur le 13 points.
Ouais, c'est pas 12, c'est 13. Bonne réponse. Ouais. En 2001, Iverson met un fadeaway sur la tronche de Tyronn Lue avant de l'enjamber devant le banc des Lakers. Mais de quel match de playoff s'agit-il? Game 1, finale 2001. Ouais. Gamin finale NBA. Ouais. Game 1, victoire des Sixers après prolongation. Aux Lakers, chez les Lakers. Chez les Au Lakers. Très bien. Staples Center. Bonne réponse d'Antoine, effectivement. Quatrième question. L'un des dunks les plus connus de Sean Kemp est celui où il pointe des deux index le défenseur à qui il vient de coller un poster. Mais qui est ce joueur? Je sais plus. Chris Gatling? C'est l'erreur que je fais à chaque fois, mais non, c'est pas non, Chris Gatling. Alors, Oh, putain, j'ai oublié son nom. En plus, Je l'ai pas. j'ai lu un truc sur lui il y a pas longtemps, je crois. C'est pas. Jared Dudley. Non. C'est. Je l'ai pas, moi, je rigole. Putain, non, mais je vais le trouver. Alton Lister. Bonne réponse, Shai. Ça y est, j'ai lu un truc sur lui. Je l'aurais jamais eu. Il y a 10 jours. Ouais. Je l'aurais Mais comme jamais toi, eu. Antoine, souvent je pense que c'est celui sur Gatling. En fait, il y a un autre dunk sur Chris Gatling, mais c'est pas celui où il le pointe, Ok. où il le pointe du doigt. Tac. À la fin du Game 7 des finales 2016, LeBron James claque un chasing block monstrueux sur Iguodala. Le score est à égalité au moment de ce contre, mais quel est le score? Oh. Le score est à égalité. 105 partout. Beaucoup moins. J'aurais ouais. pas trouvé non plus, mais c'est Ah oui, beaucoup c'est moins. sous les 100. 98 partout. Bien moins. J'ai aucune idée. Ah oui? Oh non, bon, je l'ai pas. 84 partout. Pas loin. 87 partout. Allez, je vous le donne. 89 partout. Ok. Ouais, ok. C'était vraiment dur à trouver, mais j'avais mais oui, pas ça de souvenir que finit le sous les match 100 était. points. Ouais. Mais ça Ouais. finit sous les 100 points quand Kyrie met le. Je suis trop con. J'ai dit combien? 108, j'ai dit au début. Ouais. C'est vrai que le match 105. finit sous les 100. Ouais, ça finit sous les 100 points. Attention, une question là, je sais pas si vous êtes, je pense que vous êtes sans doute trop jeune. Au NBA Rising Stars de l'année 2000, Jason Williams, le White Chocolate, réalise pour la première fois une elbow pass, mais la personne qui reçoit cette passe incroyable en contre-attaque va rater son lay-up. De qui s'agit-il? Oh putain. Alors attends. Le Rising Star 2000. Attends, 2000, Alors, ils avaient attends, qui? Du coup, c'est la draft 98. Ron Mercer. Non, Non, ça c'est la draft 97, Ron Mercer. Je sais pas, c'est un intérieur. Elton non Brand. c'est un big man. Ouais. Ce gros lourdeau d'Elton Brand. Retire tout ça Ah non, tout de suite ou je il était débarque. drafté en 99 en plus. Un intérieur, Olo Kandi. Non, alors c'est l'année. C'est un mec qui est drafté haut ou pas? Oui. Alors La Friends. Ref La Ah, Friends. Bonne Raph réponse. Lafrance, ouais. Bonne réponse. Bonne Ouais. réponse. Et la passe est tellement folle que j'oublie toujours que le mec a pas marqué derrière, tellement je regarde que la passe. Bref. Toujours 2000. Au JO 2000 à Sydney, Vince Carter écrase un dunk monstrueux en passant au-dessus de Frédéric Weiss. Quel est le numéro porté par Fred Weiss sur ce match? Le 15. Bonne réponse. Ouh, il est chaud. Bonne réponse. Antoine qui porte d'ailleurs le numéro 15 en l'honneur de Fred Weiss depuis. Non, mais je l'ai eu le 15 à une époque, mais c'était pour Carmelo. No offense au Big Fred, mais j'avais d'autres. L'un des trash talks les plus connus de Michael Jordan est le lancer aux yeux fermés pendant lequel il provoque Mutombo. En quelle Ouais. année cela se passe-t-il? Moi, je le passe. Ça C'est doit- All-Star Game, non? C'est pas après un Non. All-Star Game. Enfin, je sais que c'est pas All-Star Game, mais ils sont pas chambrés All-Star Game, donc du coup, ce serait pas 96 ou 97. Bien avant. Ah ouais, bon, il était au 80, Nuggets. 91. 91. Bon, bien joué. Ah, il J'aurais était pas au trouvé Nuggets non plus. encore. J'aurais aussi pensé que c'était plus tardif, Antoine. Bien joué, Shai. En 1987, dans le Game 5 des finales de conférence Est opposant Boston aux Pistons, Larry Bird va réaliser The Steal of the Century pour permettre à Boston de prendre l'avantage dans les dernières secondes du match. Mais qui effectue la remise en jeu interceptée par Bird? Dennis Johnson? Non. Richard Dumas Non, 87. ça. à 87. 87. Qui fait la remise? Marc Aguirre ou je sais Ah plus. non, oui, du coup, c'est un mec des Pistons, je suis bête. Bah, c'est Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, tout simplement. Ah, merde. Ah, Derrière, ouais, gros coup de mou derrière pour Isaiah Thomas. Ouais. Allez, dernière question, attention, il y a 4 partout. Je vais Ça dire vient- Dumas. il y a un score, C'est- mince. Ah oui, j'ai le score, bien sûr, j'ai le score. 4 partout, donc ça va être le game breaker, Antoine, le il est tiebreaker. On se souvient tous de cette action de Nick Young qui shoot un 3 points et se retourne pour célébrer son panier, mais le ballon roule sur l'anneau et ressort. Contre quelle équipe réalise-t-il cet incroyable exploit? Atlanta? Euh... Nope. C'est
C'est les Knicks. Boston. C'est les Knicks, non? New York, bonne réponse pour je Shai. savais au que c'était buzzer. l'équipe de l'Est. Je savais que c'était Il y a l'équipe de J.R. Smith qui tend le bras comme ça, là, je crois. Je savais que c'était une équipe de l'Est. Putain. Bien joué, Shai. Bien Ah joué, là Shai, là. qui remporte donc ce face-à-face 5-4, puisqu'il y a une question à laquelle personne n'a eu la réponse. On a gagné quelque Merci. chose, genre les dictionnaires Larousse ou un truc, non? Une encyclopédie. Une Jeep Shai. Renegade. Je t'offre le prochain numéro du MOOC Reverse Ah, génial. et une copie usagée de Une saison en enfer, si tu veux. Usagé. Avec la signature d'Antoine, évidemment. Exactement. Non, mais merci encore une fois à Nico de nous C'était avoir cool. envoyé ce petit quiz. Ça va être tout pour nous ce samedi. Merci à tous pour les questions. Désolé pour les questions qu'on n'a pas pu poser. Certaines étaient concernaient Embiid, mais c'était avant la blessure, donc la course au titre de MVP et de Embiid. Mais merci en tout cas à tous d'avoir pris du temps. Merci aussi pour vos gentils messages, vos commentaires. On vous encourage encore à le faire. C'est un peu fatigant, je pense, pour vous d'entendre ça, mais n'hésitez pas à commenter, partager, noter sur les plateformes de streaming, mettre des pouces ou des étoiles ou ce que vous voulez, mais c'est le jeu. Merci en tout cas de continuer à nous suivre émission après émission. Yes, tout à fait. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Théo. Et ben écoutez, on va vous souhaiter à tous un bon week-end. Ce week-end sur la chaîne, n'oubliez pas, il y aura aussi le Hoop Culture le dimanche et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR classique. Ciao, ciao. Ciao.